Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Raphaël Lequeriou et je vais vous présenter une étude de praticabilité d'un test de diagnostic rapide du paludisme utilisé en tant qu'autotest auprès des personnes travaillant dans l'orpaillage en Guyane. Donc juste pour vous mettre une mise en contexte, donc les filles juste avant elles vous ont présenté donc le kit Malakit et donc à l'intérieur de ces kits, il y a un test de diagnostic rapide et donc mon étude elle va porter sur ce kit, sur ce test. Donc initialement, donc moi mon étude elle s'inscrit dans le projet de recherche et donc initialement ce projet de recherche il a eu une première phase entre 2018 et 2020 sur lequel donc à l'intérieur des Malakits on avait des tests de diagnostic rapide qui étaient relativement simples à utiliser pour les participants. Donc c'était des tests comme vous pouvez le voir à 2 bandes de lecture et dont on savait que les participants réussissaient correctement à le réaliser et à l'interpréter. Dans la seconde phase du projet, donc, donc quand il a été reconduit, entre 2023 et 2024, donc il y a également une distribution de kits Malakit, sauf qu'entre 2020 et 2023, il y a eu un arrêt de production de ces tests présentés initialement. Et donc, ça a nécessité du coup d'introduire des tests qui étaient plus compliqués, notamment à interpréter, et qui ont nécessité justement un changement des supports de formation, etc., pour justement former les participants. Et donc, pour en venir à la problématique qu'on s'est posée, donc à savoir dans quelle mesure la population qui est ciblée par le kit Malakit, elle est capable de réaliser et d'interpréter en autotest un test de diagnostic rapide du paludisme. Pour cela, donc, l'objectif général de cette étude, c'était d'analyser la praticabilité du test de diagnostic rapide. Donc, en l'occurrence, c'est le Bioline Malaria AG-PEF-PAF PV, en tant qu'autotest chez les personnes travaillant dans l'orpaillage en Guyane. Donc, on a décomposé cet objectif général en 4 objectifs spécifiques. Premièrement, donc, d'évaluer les connaissances sur les bonnes pratiques d'utilisation du test de diagnostic rapide par les participants. Ensuite, d'évaluer la réalisation du test par les participants lors du processus de mise en pratique du processus d'autotest. Ensuite, d'évaluer la capacité de lecture et d'interprétation des résultats. Et enfin, évaluer la satisfaction et les difficultés rencontrées par les participants. Donc pour cela, on a mené une étude transversale du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024. La population d'étude, donc la population cible, c'est les orpailleurs qui se rendant sur des sites d'orpaillage en Guyane. Et la population source, c'est ceux qui prévoyaient de s'y rendre et qui étaient inclus au sein du projet, donc Malakit Kurema. Donc il y a eu un échantillonnage, donc une inclusion systématique de tout participant qui se présentait sur un des sites d'inclusion et qui répondait aux critères du projet. Je ne vais pas tous vous les énoncer, mais c'est presque similaire à ceux qui vous ont été présentés par les filles. Pour ce qui est des lieux d'études, donc c'était à Oyapock. Donc à Oyapock, il y a un bureau fixe sur lequel les participants peuvent venir se présenter spontanément pour recevoir la formation Malakit et donc obtenir un Malakit. Et également, les inclusions se faisaient aussi lors d'actions mobiles à l'intérieur de la ville d'Oyapock au niveau des Poussadas et également donc à Ilabella. Donc, je voulais juste vous présenter donc, les médiateurs qui font partie de l'équipe au Brésil. Donc, qui sont-ils ? Donc, ils sont infirmiers, microscopistes, ils ont des profils voilà, de médiateurs en santé. Ils sont proches de la communauté des orpailleurs. Ils ont aussi des compétences en informatique et ils sont tous lusophones. Donc leur travail, leur rôle dans le projet, c'était de sensibiliser la population au paludisme, à la transmission, aux symptômes, aux types. Ils avaient également des missions de suivi, de logistique, de formation sur l'autodiagnostic, l'autotraitement. Et donc, ils ont beaucoup de travail à l'intérieur du projet. Et le processus de formation Malakit, je vous ai juste listé les étapes pour vous montrer que c'est un processus qui est complexe. Et quand il s'insère dans un projet de recherche, voilà, il faut signer une note de consentement. Enfin, c'est un processus qui demande du temps aux participants, qui dure à peu près 15 à 20 minutes.
Et donc, pour répondre aux objectifs qu'on s'était fixés à évaluer, on a inséré 4 outils à l'intérieur de cette formation, de ce processus de formation Malakit, à savoir un test de connaissances, une grille d'observation, une lecture de bandelettes pré-préparées et 2 questions ouvertes. Pour ce qui est du test de connaissances, qui permettait de répondre à notre premier objectif qu'on s'était fixé, on a introduit des flashcards interactifs, donc 7 questions sous la forme de vrai-faux qui étaient posées par le médiateur aux participants. Et à côté, j'encodais une grille de réponses pour récolter les informations que le participant donnait. Ensuite, pour la grille d'observation, qui permettait de répondre à notre deuxième objectif spécifique, donc on a établi une grille permettant de récapituler toutes les étapes qu'il fallait effectuer pour réaliser le processus d'autotest. Et donc là, c'était une méthode d'observation non participante dans laquelle il n'y avait pas d'intervention de ma part lors du processus d'autotest. Mais donc je remplissais la grille en fonction des étapes qui étaient réalisées ou non par le participant et s'il avait eu besoin d'assistance ou non. Et cette grille, elle a également été pondérée par un panel d'experts afin de savoir quelles étapes étaient les plus importantes à réaliser, justement pour que le participant puisse accéder à un résultat valide. Ensuite, il y a donc la lecture de bandelettes pré-préparées, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'était pour répondre à notre troisième objectif qu'on s'était fixé, à savoir évaluer la capacité de lecture et d'interprétation des résultats du TDR. Donc, il y avait 9 bandelettes, donc les réponses n'étaient pas visibles pour le participant. Et donc, le participant lisait les 9 bandelettes test. Et à côté, donc, je pouvais encoder les réponses dans cette grille. Ensuite, il y a 2 questions ouvertes qui ont été posées aux participants pour évaluer la satisfaction et les difficultés qu'ils rencontraient lors de cette mise en pratique. Donc, à savoir quelle était la partie la plus compliquée à réaliser pour eux et qu'est-ce qui les a le plus aidés à réaliser le test. Donc, pour ce qui est des résultats, j'ai pu faire 40 inclusions sur un total de 6 missions. Le sexe ratio était de 2,64. Tous les participants étaient de nationalité brésilienne. L'âge médian était de 37 ans. Le temps médian travaillé dans leur paillage était de 9 ans. Les raisons de leur présence à Oiapoque, c'était pour des raisons de repos ou de préparation pour un futur départ. Les professions étaient soit l'activité d'orpaillage en tant que telle, ou alors cuisinier ou vendeur ambulant. Là, c'est pas exhaustif et il y a parfois où ça se regroupe. Les lieux d'inclusion, donc c'était à 70% sur des actions mobiles, comme je vous ai présenté, et à 27,5% à la base, donc à le bureau fixe, et pour 2,5% à Ilhabela. J'ai pu observer 6 binômes de médiateurs différents. Pour ce qui est des antécédents de paludisme pour les participants, donc parmi les 40 participants, 90 ont déclaré avoir eu un épisode de paludisme dans leur vie. Parmi les 36 ayant déjà eu un paludisme dans leur vie, 47,5% ont déclaré avoir eu des symptômes dans les 12 derniers mois. Et parmi les 17 participants ayant déclaré avoir eu des symptômes dans les 12 derniers mois, seulement 52,9% ont eu accès à un diagnostic. Pour ce qui est du test des connaissances, donc on a un score de connaissances où en moyenne les participants répondaient correctement à 83,9% de ces questions. Donc si on s'intéresse, voilà, et il y a 2 questions qui sont ressorties avec un pourcentage d'erreurs plus important, à savoir une question qui portait sur le support écrit, sur lequel il y a les informations pour réaliser le test, avec 35% d'erreurs, et la question à savoir est-ce qu'une femme enceinte peut faire un test est revenue de manière majoritaire 55% d'erreurs. Pour ce qui est de la grille d'observation, donc entourée en rouge, c'est les étapes qui ont été jugées critiques par le panel d'experts. Donc celles-ci, elles ont toutes été effectuées par l'ensemble des participants. Ensuite, on a pu faire un score pratique. Donc en moyenne, chaque participant a réalisé sans assistance 84,6% des étapes qui ont été jugées critiques par ce panel. Et tous nos participants ont vu apparaître l'apparition de la bande C, donc c'est la bande contrôle qui permet de valider ou non le test. Pour ce qui est de la lecture des bandelettes pré-préparées, donc en moyenne, les participants, donc il y avait
Donc, en moyenne, 65,8% des bandelettes invalides étaient lues correctement, 70% pour la négative et 96% pour les positifs. Et de manière globale, 72,2% d'interprétation correcte. Pour ce qui est des questions ouvertes, donc ça, elles ont pu être posées qu'à 18 participants sur les 40. Donc 11 participants ont déclaré que la partie la plus compliquée pour eux, c'était de se piquer le doigt. 4 que c'était d'interpréter le test. Et 3 ont déclaré ne pas avoir de problème. Et ce qui les a le plus aidés, c'était pour eux, donc à 61%, c'était l'accompagnement par un médiateur. Donc pour conclure et discuter de ces résultats, donc pour ce qui est du test de connaissance, on a une bonne connaissance générale sur le test de diagnostic rapide. Il y a quelques erreurs qui sont dues à une confusion des informations reçues, notamment sur à savoir si une femme enceinte peut ou non ou pas réaliser le test de diagnostic rapide. Cette information était confondue avec la prise de primaquine, qui n'est pas possible pour la femme enceinte. Et comme on donnait cette information-là aussi au cours du processus, de manière spontanée, le participant répondait non, il ne peut pas faire le test. Et donc voilà. Pour ce qui est de la grille d'observation, donc on peut voir qu'il y a eu 40 tests qui sont valides. Alors il y a certaines étapes qui ont nécessité un besoin d'assistance pour le participant. Donc le besoin d'assistance, il est à nuancer. C'est en aucun cas le médiateur qui réalise à la place du participant une des étapes, mais c'est souvent c'est le médiateur qui réassure le participant dans justement n'aie pas peur, tu ne vas pas faire mal si quand tu vas te piquer le doigt, ou l'endroit sur lequel il y a parfois des hésitations sur à quel endroit on met le réactif, etc. Et c'est juste, voilà, mais c'est aussi le reflet de conditions réelles dans lesquelles les malachites sont utilisés par la suite. Pour ce qui est de la lecture des bandelettes, donc les tests ont en moyenne été correctement lus. Il y a eu certaines ambiguïtés sur la lecture des tests invalides qui en fait étaient majoritairement interprétés comme négatifs. Et pour ce qui est des questions ouvertes, c'était voilà, de se piquer le doigt, mais le fait d'utiliser un autopiqueur, ça permet aussi de rassurer les participants. Donc la population qui est ciblée par cette intervention, donc elle est capable de réaliser et d'interpréter en autotest un test de diagnostic rapide. Pour ce qui est des forces de cette étude, donc c'est une approche innovante qui a été intégrée dans un projet de recherche. Il y a eu une implication des médiateurs, donc ça a permis d'homogénéiser les résultats, de suivre plusieurs binômes différents. L'utilisation de flashcards interactives, ça permettait aussi d'avoir des réponses spontanées et authentiques de la part des participants. La grille d'observation, ça a permis, du fait qu'elle était non participante, ça a permis de réduire aussi l'idée de se faire évaluer lors du processus et justement d'avoir des résultats plus authentiques. Et le recours à un panel d'experts aussi, ça permet de garantir la pertinence des résultats. Après, donc, on a aussi quelques limites. Le fait qu'il y avait un seul observateur unique, ça a restreint le nombre d'inclusions qui nécessitait que, pour être inclus dans l'étude, il fallait que je sois présente sur les lieux d'inclusion. Il y a aussi un biais de sélection parce qu'on recrute des participants qui sont les plus accessibles. On n'accède pas à ceux qui sont à l'intérieur des sites. Cette étude, elle a dû aussi s'adapter à un contexte de formation qui est long et ça posait des questions, notamment sur les questions ouvertes qu'ont pas pu, en fait, les participants, ils n'avaient pas forcément le temps de répondre à ces questions à la fin du processus de formation. Il y avait aussi une grande précaution de ne pas perturber le travail des médiateurs parce qu'ils ont beaucoup de travail et que la formation, elle est longue. Et donc, il fallait utiliser et mettre en place des outils qui soient faciles et pas trop impactants, justement, dans ce processus. Et c'est aussi un test, donc c'était le test qui était mis en place au Brésil et qui peut être plus complexe que ceux qu'on peut trouver dans d'autres contextes. Pour ce qui est de la conclusion et des retombées de cette étude, donc cette étude elle démontre la possibilité d'utiliser un TDR en tant qu'autotest au sein d'une population de non-experts. Donc à court terme, ça a permis d'argumenter la faisabilité pour la pérennisation des kits en Guyane. À moyen terme, d'obtenir une dérogation pour l'utilisation d'un test de diagnostic rapide en tant qu'autotest. Donc je vous ai mis l'article ci-dessous. Et ensuite, à long terme, on aimerait bien que ça permette de diffuser une méthodologie qui permettrait d'évaluer la capacité à réaliser un test de diagnostic rapide en tant qu'autotest.
Et je vous remercie pour votre attention et pour tous les gens qui ont participé à ça. Merci.